Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 19 juillet 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour faire notre quotidienne. On va passer sur l'actualité, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses. Pas encore assez de nouvelles avec l'ECC, c'est dommage, mais je pense que ça va arriver certainement sous peu dans les jours qui arrivent, parce qu'on est vraiment dans l'ouverture. Et ensuite on ira dans l'analyse technique dans lequel on a une macro qui est relativement positive et qui arrive dans des niveaux assez extrême, on va se positionner par rapport à ça. On va parler aussi du rebalancing du Nasdaq qui va avoir un impact fort sur la fin de ce mois-ci, et ensuite on va attaquer la partie crypto dans laquelle on a eu une petite peur justement hier avec une cassure des 30 000, et on va expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer. Vous allez voir que l'order flow est en train de nous donner pas mal d'indications, j'ai commencé à le poster sur Twitter, là on va revenir dessus et justement se positionner concrètement sur qu'est-ce qu'on fait si jamais ça casse, qu'est-ce qui va être l'élément déterminant, et tout ça, ça commence tout de suite. On commence tout de suite avec des bonnes nouvelles qui ont été données par Goku, qui nous explique tout simplement que 20% des Ethers sont stackés. Alors pour rappel, on était à 12% quasiment, voire même 11% je crois. Il y a quelques mois, on a passé la barre des 15% il y a 2 mois, et on est passé aux 20%, et ça continue à s'accélérer grâce principalement à la mise à jour Chapella, qui a fait suite à The Merge. On a maintenant la possibilité de retirer ces Ethers, donc forcément, les personnes sont en train d'augmenter le stacking, sont en train de déposer leurs Ethers, et on voit un renforcement de justement la sécurité d'Ethereum. Et c'est plutôt positif, c'est quelque chose dont je vous avais parlé déjà depuis très longtemps, que lorsque il y aura Chapella et la possibilité de retirer ses Ethers, on allait avoir non pas une diminution d'Ethers stackés, mais une augmentation d'Ethers stackés. C'est exactement ce que l'on est en train de voir. Dans les autres petites nouvelles, nous avons Axelar qui lance Interchain Token Service. Alors Axelar, c'est la XL, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un protocole qui est construit sur Cosmos et qui permet l'interopérabilité des cryptos directement, peu importe où vous êtes et n'importe quelle blockchain, principalement entre Cosmos et tout ce qui est Ethereum compatible, donc tout ce qui est EVM. Et là, ils sont en train de sortir donc l'ITS, pour l'acronyme, et qui va permettre principalement de pouvoir ne pas se poser la question sur quelle blockchain est notre token, et d'avoir donc une crypto qui va être totalement interopérable sur l'ensemble des blockchains sur lesquelles ça va être développé. Le gros avantage, c'est que ça évite la fragmentation des liquidités des différents protocoles, et c'est quelque chose qu'on revoit justement déjà depuis un certain temps au niveau de la notion d'interopérabilité. On avait Osmosis qui travaillait dessus, maintenant on a différents protocoles qui sont en train d'offrir des solutions comme ça, parce que c'est le premier pas vers l'interopérabilité réelle, dans le sens où on ne se pose pas la question de sur quelle blockchain on est, avec quelle crypto on va devoir payer la transaction, ni le coût de la transaction, et on oublie en fait, on occulte totalement cette partie-là, et c'est là où on aura une véritable interopérabilité, c'est là où on aura véritablement une mass adoption, et c'est un premier pas vers ça, et en tout cas c'est agréable de voir que les acteurs récents comme Axelar accélèrent sur ce domaine de recherche, tout autant que les anciens. On continue avec ici un appel à des personnes qui sont en train de créer directement la loi sur les cryptos à la SEC en disant voilà, attention, là vous avez donc échoué par rapport au procès que vous avez eu avec Ripple, sur le fait que ça y est, Ripple a été, enfin en tout cas son token XRP a été défini comme une non-securities à partir du moment où il est échangé dans un marché secondaire, que les personnes l'achètent non pas pour acheter Ripple, mais l'achètent pour acheter XRP. Donc on n'est pas dans une notion de securities, ça a fait vraiment du bien à Ripple et à toutes les autres cryptos qui sont un peu dans ce système-là. Par contre, il a aussi été défini que la vente aux institutionnels est à définir, que c'est peut-être quelque chose qui dépend vraiment de la notion de securities à ce moment-là, mais ce n'est pas encore défini, mais toute l'autre partie, ça y est, c'est acté. Donc là, la personne, donc le député Richie Torres est en train de dire, bah écoutez, la SEC là maintenant, il va falloir commencer à travailler sur les mauvais acteurs, accompagner les sociétés crypto dans la notion de régulation, et c'est vraiment en train de changer, on est vraiment dans une directive qui transforme la vision de la SEC, et surtout comment la SEC va devoir travailler, c'est très important. Pour la suite, on attend encore toujours cette loi qui devrait pas tarder sur la crypto et les stablecoins. Sur la macroéconomie, on a des petites choses aujourd'hui, on a l'IPC donc européen, on va avoir les permis de construire qui vont nous donner un petit peu l'état
du marché IMO US qui est très important pour tenir l'IMO, et surtout ce que l'on a, c'est les débuts des justement BPA, donc des performances que l'on a au niveau des sociétés sur le deuxième trimestre, et on voit que c'est plutôt positif, hein. On a beaucoup de verts dans lequel on est en train de tenir sur pourtant des domaines bancaires, hein, comme la Bank of America, Morgan Stanley, donc ça veut dire que on arrive à tenir ce qui est en train de se passer. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être aujourd'hui Tesla, Netflix et IBM. C'est une très belle transition pour aller chercher justement ce qui est en train de se passer au niveau du Nasdaq, enfin qui va se passer au niveau du Nasdaq, dans lequel nous avons le rebalancing qui va avoir lieu. Alors je crois que si je dis pas de bêtises, c'est le 24 juillet qui aura lieu, j'arrive pas à retrouver la date. Je vous confirmerai limite par Twitter si jamais c'est pas ça, mais en l'occurrence c'est le 24 juillet, on va considérer que c'est ça, dans lequel on va avoir un rebalancing. Ça veut dire qu'on va redéfinir, enfin le Nasdaq va redéfinir exactement quel est le poids de chacun des actifs quand on a une surperformance. En l'occurrence, on voit qu'on a une surperformance de Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon et Tesla pour un total de 43%, 43,8, quasiment 44% de l'index. On va penser à 38,5, donc on va perdre 10% de poids. C'est normal d'avoir une valorisation comme ça qui est refaite tout simplement parce qu'on va avoir un poids beaucoup trop important sur une société. Il suffit qu'on ait justement un retracement très fort de ces actifs-là pour avoir un Nasdaq qui s'enfonce totalement. Le fait d'avoir un rebalancing aussi redétermine un petit peu la force de progression de l'actif. C'est-à-dire que là actuellement on est clairement porté par Tesla, clairement porté par Nvidia et Apple, dans lequel on a des valorisations qui sont extrêmes, dans lequel on a une hégémonie de l'intelligence artificielle qui est en train de pousser très fortement tous ces acteurs de la tech, et à un moment donné on va avoir une contraction de ce type d'accélération, ce qui est tout à fait normal, et quand on a en fait quelque chose qui prend le pas comme ça, dans lequel on pourrait avoir un actif qui est représenté par 60-70% des majeurs, donc des plus gros acteurs, ça sous-entend qu'à un moment donné, il faut pondérer ça pour pouvoir restructurer son indice, parce que le but c'est de représenter, pour rappel, le Nasdaq, les 100 premières entreprises. Donc on est vraiment dans quelque chose où on a une volonté de diminuer la part des autres. La question subsidiaire qu'on pourrait se poser, c'est qu'à partir du moment où on a quand même les 100 plus grosses sociétés cotées, qui représentent, dans lequel on a une représentation de 43% sur 1, 2, 3, 4, 5 sociétés, là-dessus, on se pose vraiment une question des giga market cap, c'est même plus, voilà, je sais même plus comment les catégoriser, mais on parle de Apple qui a eu quand même ici une valorisation c'est vraiment totalement aberrant ce qu'on est en train de voir. Mais donc quand on a une telle concentration des liquidités sur certains acteurs, forcément à un moment donné, on va avoir un indice qui va être cannibalisé par ces acteurs, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir, une concentration des liquidités dans des corporations qui sont des trous noirs de liquidités dans lesquels ça attire la liquidité, plus il y a de liquidité, plus ça attire la liquidité, et il va falloir surveiller de toute façon, dans tous les cas, dans les années à venir, la pondération des différents gros actifs. En tout cas, on a un Nasdaq qui arrache totalement en petite vision mensuelle pour vous redonner une visibilité, que en octobre 2023, c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 9 mois, 9 mois on touchait le bas, et dans lequel on a fait 51%. Depuis, on a retracé quasiment la totalité du mouvement baissier qui avait été entamé en décembre 2021, donc on est vraiment plus loin de cet ATH qui avait été effectué à cette époque-là. Donc là-dessus, oui, on a toujours la possibilité d'avoir une crise économique, oui, on est toujours dans la possibilité d'avoir une récession, néanmoins, on a un Nasdaq qui arrache le plancher, et c'est juste pour vous redonner en fait une vision totale de la macro US qui est en train d'avoir. On parle beaucoup du fait qu'on a DXY qui est en train de décrocher, on parle beaucoup de l'inflation, de la récession, de la peur qui tourne autour de tout ça, c'est un narratif que l'on a continuellement, et pourtant on a un Nasdaq qui continue à pousser petit à petit, alors que on a un BTC, oui, qui a retracé aussi, mais on est très loin des 80% de retracement, 80% on serait à 63 000. Bon, là on est à 30 000. Alors là-dessus vous allez me dire, oui, mais attention, on a quand même retracé grandement, on a retracé 100%, je suis d'accord avec vous, on a retracé le double du Nasdaq, néanmoins, on a quand même pris une grosse gamelle, beaucoup plus importante que le Nasdaq, donc forcément, on doit avoir une valorisation supplémentaire, mais c'est juste pour vous donner en fait une vision dans laquelle le BTC, oui, on est en train de se diriger dans une phase haussière, mais on est quand même relativement loin, on a quand même, oui, eu une impulsion relativement forte, mais on n'a pas tenu le mouvement, et on est tombé dans une phase léthargique, dans lequel, on le voit bien, ici, on est quand même depuis
hop, le 22 juin, on est dans une phase totalement léthargique dans laquelle on a une volatilité proche de 0 et dans lequel on est dans une période de range. 22 juin, on va faire, hop, cette partie-là, vous allez voir, 22 juin, alors on va même le mettre en weekly pour que ce soit plus simple, juste pour pouvoir avoir bien cette vision. 22 juin, on est ici, 19 juin, on va dire, c'est ça. Alors que, ici, sur le Nasdaq, on a poussé de 8,5%. Donc on a très peu de volatilité qui est en train d'avoir sur le BTC, on a cette période de ranging dans laquelle on se fait rejeter continuellement sur les 31 500, hein. On n'arrive pas à casser ici cette zone de résistance très forte dans laquelle on a ici, forcément, cette période dans laquelle on a eu un support très très fort pendant justement 2021, donc c'est logique qu'on travaille énormément cette zone. Ce travail de zone aussi entraîne pas mal de choses, dans le sens où on a des altcoins qui sont en train, grâce à la nouvelle de la SEC, de pousser, donc on a un transfert de liquidité qui est en train d'être effectué. Est-ce qu'on peut parler de alt season? Je pense que c'est beaucoup trop tôt, mais surtout, ce qu'on est en train de voir, c'est une faiblesse au niveau du BTC sur ce qui est en train de se passer. Quand on regarde un petit peu plus en amont la représentation BTC Nasdaq, on voit bien qu'on est en train de se rediriger vers une sous-performance ici présent de BTC par rapport au Nasdaq. Moi, la question que je me pose, ça va être, ok, on est dans une période de neutralité au niveau du BTC, mais que va-t-il se passer lorsqu'on aura un Nasdaq qui cassera à la baisse? C'est-à-dire que on ne peut pas continuer toujours à la hausse, hein. Je vous remets ici, hop, en monthly pour bien montrer l'impulsion haussière, hein. À un moment donné, il va falloir retracer, il va falloir respirer, ne serait-ce qu'un petit peu pour aller retester les 14 500, les 15 000, ne serait-ce que les 15 000. Que va-t-il se passer si on a un Nasdaq qui, justement, se retourne, qui retrace sur un BTC qui est léthargique comme ça? Bon, clairement, je pense que la léthargie ici, elle est sur l'accompagnement haussière, je pense qu'on retrouvera une corrélation sur un retracement fort, donc on aura un entraînement du BTC à la baisse. Ça, je pense que vous pouvez vous statuer dessus, et plus on se dirige vers la hausse, plus on se dit qu'en effet, ça va se passer comme ça. Néanmoins, ça n'empêche que depuis le break of structure ici, donc depuis les 13 500, allez on va dire 14 000, on s'attend à ce retracement. Bon, bah, c'était quand même il y a un certain temps, on parle de mai, donc là on est quand même vraiment très loin dans la probabilité d'avoir un retracement, et plus on pense qu'on va avoir une probabilité de retracement, moins ça se déroule, et plus on va continuer à pousser, parce que les indicateurs sont plutôt bons, parce qu'on sait que dans tous les cas, la Fed va faire son augmentation de taux, oui, mais que ensuite il ne pourra pas monter beaucoup plus haut, et donc on va se retrouver dans une zone de temporisation, et justement, cette zone de temporisation va entraîner ici potentiellement des risques. Alors, là-dessus, on est dans cette période de ranging. Ok, cette période de ranging, que va-t-il se passer si jamais on casse à la baisse ou à la hausse, et quelles sont les actions que l'on peut avoir? Tant qu'on est dans cette zone de ranging, n'oubliez pas, ce qu'on fait, c'est on achète en bas, on va chercher le haut, on est en haut, on vend le haut, pour aller chercher le bas. Peu importe qu'on ait une forme d'élargissement, hein, parce que c'est un petit peu ce qu'on pourrait voir ici, ça n'empêche que nous sommes toujours dans la borne haute et la borne basse, 30 000, 31 500, et ça ne bouge pas par rapport à ça, malgré les différents excès qu'on a pu avoir. Mais on a une faiblesse, et ça se voit beaucoup maintenant au niveau de l'order flow, dans lequel on a une chute drastique du ratio long-short sur la totalité des positions Binance, sur les gros traders. Donc ça veut dire que on a une forme de hedging. Je pensais à un moment donné que c'était plus la représentation d'une prise de profit, sauf que ce n'est pas le cas, parce qu'on a vraiment un open interest qui est en train de monter. Donc pour moi, je le caractérise comme une forme d'augmentation de short structurel qui est en train de se faire pour une position de hedging. Tout simplement, je suis ici, j'ai une position qui est longue, que je traîne depuis très longtemps, d'accord, que je traîne même depuis, hop, on va se repositionner ici, que je traîne depuis potentiellement les 26 000, voire potentiellement beaucoup plus bas les 20 000, donc à un moment donné, cette position, je vais devoir la maintenir, même si on a donc un choc baissier, et il faut que je hedge. Ça sous-entend que la probabilité d'une cassure ici augmente quand on regarde un petit peu la tête de ce qu'on est en train d'avoir, hein. C'est pas forcément positif, hein. On avait quelque chose qui était plutôt structurel avec la hausse, avec, ici on le voit bien, un open interest qui était quelque chose qui était plutôt relativement tenu, malgré une diminution de l'open interest, mais on avait des positions même qui étaient plutôt tenues aussi, on tenait durant tout le période de range. Là on voit que cette cassure baissière et ce maintien qui est en train d'effectuer, on voit que là, c'est en train de céder au niveau de la pression, donc ça veut dire que les personnes sont en train de se hedger pour accompagner le cours sur une cassure baissière, pour maintenir leur position, et justement leur performance sur leur position haussière durant toute cette période-là. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que, ok, mais est-ce qu'on a d'autres indications par rapport à ça? J'ai envie de vous dire, oui. Quand on regarde ici la totalité des positions qui sont en train d'être faites sur un short, on le voit bien.
et on voit qu'on est en train d'essayer d'aller faire un petit short squeeze pour aller respirer. C'est ce que je vous ai posé comme question et ce que j'ai posé comme graphique en disant hier soir sur Twitter, est-ce que oui ou non, on n'irait pas chercher les clusters de liquidité ici avant de faire un drop baissier, on va faire quelque chose comme ça, tac, aller chercher, aller consolider, faire un petit rejet et ensuite casser. Moi personnellement, ce que je vais attendre pour ça, il y a deux choses. Soit on fait un drop baissier avec une cassure dans lequel on va chercher la liquidité ou non, peu importe. Hein. Dans tous les cas, il y aura potentiellement un trade à rentrer ici en fonction de l'order flow et du price reaction qui va se passer sur cette zone-là. Mais néanmoins, ce qu'on va chercher, ça va être une cassure ici, vraiment cassée en dessous des 30, aller retester ici les 30 000, voire même les 29 800, être rejeté, et ensuite sur ce rejet, aller chercher baissier. Là, quand on va voir qu'on va être rejeté et rejeté violemment, il y aura peut-être une entrée pour un accompagnement baissier dans lequel on ira placer son stop, justement sur ce rejet-là. Si jamais on fait juste des bougies d'action très fortes baissières, bon, bah, ça sert à rien d'essayer de chercher un pullback, hein, dans lequel on se fera entraîner, et là-dessus, les personnes qui rachèteront donneront tout simplement de l'énergie au cours pour continuer à descendre. Personnellement, c'est un petit peu ce que je vais chercher ici, soit une entrée relativement agressive en fonction du price action ici dans cette zone-là, pour accompagner, dans lequel après je vais chercher potentiellement à renforcer ma position sur un pullback si jamais on a un pullback, et je placerai mon SL au niveau du pullback, dans lequel je serai certainement à BE, donc à break-even, donc j'aurai quelque chose qui sera relativement statué. Ensuite, dans la partie haute, donc dans la partie accélération aussi, admettons, on ravale absolument tout, donc on avale ça, on se fait short squeeze, et on alimente le cours. Qu'est-ce qui va déterminer en fait une cassure? Bah, c'est un peu le même principe, hein. Là on est dans un range, hein, donc le principe du range est toujours le même, dans lequel on va attendre ici une cassure du range, hop, un petit rebond, et non pas avoir une réintégration, mais avoir ici de la force pour repartir, et là on aura quelque chose qui nous dit on va chercher 35-36, d'accord? Si on n'a pas ça, donc on n'a pas ce signal-là, si on a quelque chose qui ressemble à ça dans lequel on a une réintégration, on reteste la partie haute et on casse baissier, bon bah là c'est un setup de sell, d'accord, dans lequel on n'a pas de rebond au niveau de la partie haute du range, on a une réintégration et on reteste la partie haute du range pour une continuité baissière. C'est un setup qu'on peut appeler, d'ailleurs, les chartistes appelleront ça un double top, c'est en moins, c'est une forme de distribution de wick-off qu'on pourra avoir ici pour une cassure baissière sur une lower time frame. Donc c'est un petit peu ce qu'on cherche, ça change pas, on est toujours dans ce setup là, et c'est un petit peu le concept, hein, de ce qu'on est en train de voir, et il faut toujours être patient, comme d'habitude, il va falloir prendre du temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une zone de neutralité au niveau du BTC, donc ça veut dire aussi beaucoup de pièges de liquidité, et qu'il faut faire toujours très attention. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, qui a été plus technique que d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que c'est trop technique, pas assez, ça me fait plaisir de vous lire, et en tout cas on se retrouve à 13h30 pour une vidéo d'injective, dans lequel je vais revenir sur le token, la partie fondamentale, et on va revenir sur la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme. Je vous retrouve donc à 13h30.